Donc c'est parti les gars, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Aujourd'hui on est avec Monsieur Perrin pour parler de l'actualité tout simplement et parler de États-Unis, Venezuela, pétrole. Donc c'est parti, vous pouvez vous présenter en une minute pour ceux qui ne vous connaissent pas. Eh bien, merci d'abord de votre invitation et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Mon nom donc est Francis Perrin, je travaille sur les questions énergétiques, en particulier les liens économie-énergie et géopolitique-énergie. Et je suis en particulier directeur de recherche à l'IRIS à Paris, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et chercheur associé à Rabat au Policy Center for the New South. Ce sont deux centres qui travaillent sur de grandes questions stratégiques à travers le monde. Et l'énergie, le pétrole, ça fait évidemment partie des grandes questions stratégiques mondiales. Ok. Après ça fait longtemps qu'on se connaît. Absolument. Pour vous le pétrole c'est une passion. C'est une passion, le pétrole, l'énergie, c'est une passion, c'est un travail, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi une passion, effectivement, depuis très longtemps. Et une passion très durable. Très durable parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le pétrole tous les jours. Tout le temps. Évidemment, on peut penser à la guerre en Ukraine. En juin 2025, on avait la guerre Israël, Iran, États-Unis. On a les conflits au Moyen-Orient. On a le Venezuela dont nous allons parler, bien sûr. L'évolution des prix du pétrole, les stratégies de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP+, qui est 22 pays, et l'OPEP, c'est 12 pays. Les prix de l'énergie, le gaz, c'est passionnant également, le gaz naturel, voilà, le nucléaire, la remontée du nucléaire aux États-Unis, etc. Il y a plein de sujets, il y en a tous les jours, et je dirais quand même que le pétrole domine la scène énergétique mondiale pour une raison que nous connaissons bien, c'est que c'est l'énergie la plus consommée dans le monde. Exactement, c'est indispensable, on peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer avant longtemps. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. On parle beaucoup de la mort du pétrole, de la fin du pétrole, du déclin du pétrole, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne voit pas vraiment venir cette fin, cette mort, ou même ce déclin. Rappelons que le monde n'a jamais consommé autant de pétrole qu'en 2024 et que nous allons battre ce record en 2025 et très probablement en 2026. Donc on n'est même pas encore arrivé à un plateau ou à un pic pétrolier. Donc évidemment, on ne peut pas parler de déclin si on continue à monter. Cela dit, il y aura bien un jour un pic ou un plateau pétrolier. On ne peut pas toujours monter, comme on dit sur les marchés boursiers, vous connaissez bien, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Mais nous sommes encore, au moment où nous parlons, dans une phase de croissance de la production et de la consommation mondiale de pétrole. C'est la même chose pour les autres énergies fossiles, charbon, gaz naturel. C'est la même chose pour la consommation mondiale d'énergie. C'est la même chose pour les nouvelles énergies renouvelables, solaire et éolien. Pour l'instant, dans l'énergie, tout continue à monter. Pas au même rythme, mais on est toujours sur une pente de croissance, notamment du fait du poids des pays émergents et en développement. Donc là, le sujet du moment, c'est clairement États-Unis, Venezuela. On pourrait penser que Trump, il en veut au Venezuela à cause des cartels de drogue, etc. Pour lui, c'est ça le prétexte. Mais en vrai de vrai, c'est le pétrole. Alors, je dirais que ce n'est pas forcément un prétexte, mais je pense qu'il y a plusieurs sujets qui expliquent l'intérêt très fort de Trump et de l'administration Trump pour le Venezuela. On ne peut pas écarter les questions qui sont liées à la drogue et à l'immigration. On sait que ce sont deux sujets clés pour Trump et son administration, dès son premier mandat et encore plus dans son deuxième mandat qui a commencé donc le 20 janvier 2025. Il y a également la question des groupes criminels au Venezuela, qui sont évidemment liés bien sûr au trafic de drogue et également à l'acheminement de migrants vers les États-Unis à travers différents pays du continent américain. Donc ce sont de vrais sujets pour Donald Trump. Mais bien sûr, Donald Trump et son administration n'ignorent pas que le Venezuela est un géant pétrolier mondial. Rappelons à ceux qui nous écoutent qu'en termes de réserves prouvées de pétrole, le Venezuela est considéré par l'industrie pétrolière comme le premier pays dans le monde, avec environ 300 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole, devant même l'Arabie Saoudite, qui a près de 270 milliards de barils de réserves prouvées. Alors, réserves prouvées, il faut peut-être définir cet aspect-là. Ça veut dire qu'on sait où il y a du pétrole, parce qu'on a fait de l'exploration, que ce pétrole, on peut aller le chercher avec les technologies actuelles,
et troisièmement, que ce pétrole est rentable à produire et à commercialiser avec les prix mondiaux du pétrole. Donc, réserve prouvée, c'est géologie, plus technologie, plus économie. Géologie, on sait où est ce pétrole. Technologie, on a les moyens d'aller le chercher aujourd'hui. Économie, c'est rentable compte tenu des prix du pétrole sur le marché mondial et des coûts de production de ce pétrole. Donc, réserve prouvée, numéro un, Venezuela, c'est un géant pétrolier. Donald Trump le sait, ceux qui sont autour de lui le savent. Et bien sûr, quand il pense Venezuela, quand il pense éventuellement chute du régime de Nicolas Maduro au Venezuela, ils savent aussi que c'est un grand enjeu pétrolier et que s'ils pouvaient avoir plus d'accès, les compagnies pétrolières américaines, à ce pétrole, cela permettra aussi de changer la donne économique et géopolitique mondiale. Donc le pétrole fait partie, je dirais, du paquet cadeau que l'on voit à Washington quand on pense Venezuela, avec d'autres sujets importants, drogue, immigration, sans oublier un aspect politique, c'est que le Venezuela est très proche de Cuba, est très proche du Nicaragua. Et ce sont trois pays que déteste l'administration Trump, notamment Cuba. On connaît évidemment l'affrontement États-Unis-Cuba depuis une dizaine d'années, ça, c'est bien avant Trump. Hein. Et donc, on se dit aussi à Washington que si le Venezuela tombait, la chute de ce domino entraînerait la chute d'autres pays qu'on n'aime pas beaucoup sur le continent américain, Cuba et le Nicaragua. Ok, donc en fait, c'est plus que. Il y a le pétrole, mais il y a aussi d'autres choses. Tout à fait, absolument. Il y a le pétrole, il y a la politique, en termes de régime politique, que l'on déteste dans l'administration Trump. Donc ce trio sur le continent américain, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Il y a les questions de migration, il y a les questions de drogue. Donc il y a un ensemble de choses. Mais évidemment, dans cet ensemble, il y a le pétrole qu'on ne peut pas oublier quand on parle d'une grande puissance pétrolière comme le Venezuela. Donc là, vous m'avez dit, pétrole en termes de réserve Venezuela, excusez-moi, en termes de réserve prouvée, c'est le pays où il y a plus de pétrole dans leurs terres, c'est ça? Tout à fait. Et on ne le sait pas forcément toujours. Ça peut surprendre parce que si vous faites un petit sondage autour de vous et que vous posez la question, quel est le pays qui a le plus de réserves pétrolières? Ouais, Beaucoup de gens vont dire Arabie Saoudite. exactement. Et ce pays est bien sûr un géant pétrolier. Mais selon les classements de l'industrie pétrolière, en termes de réserves prouvées, il est numéro 2 après le Venezuela et avant l'Iran et le Canada. Donc être numéro 2, c'est très bien, mais le Venezuela, numéro 1, c'est énorme. Alors le paradoxe, cependant, avec le Venezuela, c'est qu'il a donc énormément de pétrole dans son sous-sol, les plus grosses réserves prouvées au monde, mais il ne produit pas beaucoup de pétrole, ce qui est quand même un sacré paradoxe. En général, quand un pays a plein de pétrole dans son sous-sol, il est aussi un très gros producteur de pétrole. Exactement. Au moment où nous parlons, dans les dernières semaines, le Venezuela produit environ 1 million de barils par jour de pétrole. Pour ceux qui nous écoutent, rappelons que 1 baril par jour de pétrole, c'est à peu près 50 tonnes par an. Donc 1 million de barils par jour, ça fait 50 millions de tonnes par an de production. Donc 1 million, quand on dit comme ça de barils par jour, ça peut être important. Mais l'Arabie Saoudite produit, au moment où nous parlons, 10 millions de barils de pétrole par jour. Et donc l'Arabie Saoudite produit 10 fois plus que le Venezuela, alors qu'elle a un peu moins de réserves prouvées de pétrole dans son sous-sol que le Venezuela. La différence est donc énorme. Et le décrochage est intervenu au XXIe siècle. À la fin du XXe siècle, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus de 25 ans, le Venezuela produisait plus de 3 millions de barils par jour de pétrole. Et aujourd'hui, seulement 1 million, au moment où nous parlons, et parfois moins, parfois 900 000, parfois 800 000. Bon, sur l'année 2025, on devrait sans doute être à une moyenne de 900 000 barils par jour pour le Venezuela, soit 10 à 11 fois moins que l'Arabie Saoudite. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi le Venezuela ne produit pas de pétrole. Parce Alors, qu'ils ont, c'est vrai que c'est surprenant. ils ont pas la technologie, il y a la crise là-bas, grosse inflation, et en plus, il est de mauvaise qualité aussi, si je dis pas de bêtises, le pétrole de là-bas. Alors, ils ont énormément de pétrole, ça c'est sûr. Ce pétrole n'est pas un pétrole facile. Cela fait partie de ce qu'on appelle les pétroles non conventionnels. Hmm. On l'appelle le pétrole extra lourd. C'est surtout dans la région de l'Orénoque, au Venezuela. Et comme cela est clair d'après l'appellation, extra lourd, ça veut dire très lourd.
Très lourd, ça veut dire que c'est un pétrole qui ne va pas se vendre à un très bon prix sur le marché mondial. Par rapport au pétrole que nous connaissons bien, le Brent de la mer du Nord, le West Texas Intermediate aux États-Unis, qui sont des pétroles de bonne qualité, le pétrole du Venezuela va avoir une décote sur le marché mondial du fait de sa qualité pas très bonne. En plus, c'est un pétrole qui est plus cher à produire que les pétroles conventionnels. Donc si on résume, pétrole avec un coût de production plus élevé et avec un prix de vente moins élevé, donc une marge plus faible. Alors, ça passe quand même économiquement avec les prix actuels, hein. On ne perd pas de l'argent avec le pétrole vénézuélien, mais on en gagne nettement moins qu'avec des pétroles de meilleure qualité et avec des coûts de production plus faibles. Donc ça, c'est déjà une difficulté qui suppose des investissements importants, très importants au Venezuela, de la part de PDVSA, la compagnie pétrolière nationale du Venezuela, étatique, et de compagnies pétrolières étrangères. Et là, nous touchons à un premier problème clé. Le régime vénézuélien, à ce moment-là, ce n'était pas Nicolas Maduro, le chef d'État, c'était Hugo Chavez, avant lui. Début des années 2000, le régime Chavez a licencié un grand nombre de travailleurs dans PDVSA, l'entreprise pétrolière étatique. Et depuis, cette compagnie coule. Et comme le pétrole soutient toute l'économie du Venezuela, cette compagnie coule et le pays coule. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, toujours sous le régime d'Hugo Chavez, on est au début du XXIe siècle, il va y avoir la tentative de ce régime de renégocier les contrats pétroliers avec des compagnies étrangères. Et si ça ne marche pas, de modifier les contrats de façon unilatérale. Un contrat, ça a été signé par deux parties, ça doit se renégocier à deux. Si on veut changer un contrat tout seul, on a de gros problèmes juridiques. Ça veut dire que l'autre partie, par exemple une compagnie américaine, comme ExxonMobil, va vous traîner devant les tribunaux ou devant une instance d'arbitrage et vous demander de très gros dommages et intérêts. Donc dans les années 2000, début des années 2000, le régime d'Hugo Chavez a d'une part affaibli sa compagnie pétrolière nationale et d'autre part fait fuir les compagnies pétrolières étrangères. Résultat, la production a commencé à baisser fortement. Donc ça, c'est année 2000, année 2010, jusqu'en 2017. Premier mandat de Donald Trump, qui va imposer des sanctions contre le Venezuela, dont des sanctions visant le pétrole. Ça va faire encore plus baisser la production du Venezuela. Donc derrière cette baisse de la production, cet effondrement de la production, d'un pays qui devrait produire beaucoup plus, qui pourrait produire 3 fois plus, 5 fois plus, 7 fois plus, 10 fois plus, derrière cet effondrement, il y a des raisons internes au Venezuela, une très mauvaise gestion du secteur pétrolier et de l'économie du pays, et des raisons externes, sanctions de Donald Trump à partir de 2017 et renforcées en 2025 avec Donald Trump numéro 2. Donc, conclusion rapide, normalement le Venezuela avec tout le pétrole qu'ils ont, normalement ça aurait pu être le Dubaï de l'Amérique latine. Ah, à la fin du siècle précédent, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus de 25 ans, à peine 25 ans, ce pays était le pays le plus riche Ah de ouais. l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est le plus pauvre. Ah. Et non seulement il est le plus pauvre, mais il est très pauvre, de plus en plus pauvre. C'est une catastrophe pour l'immense majorité de la population du Venezuela, et c'est vraiment un scandale qu'un pays avec de telles ressources dans son sous-sol, pétrole et gaz naturel, mais rien que le pétrole, qui est une source de richesse, on le sait bien dans le monde, si c'est bien géré, ce pays n'a aucune excuse pour être un pays pauvre. Comment peut-on être un pays pauvre quand on a dans son sous-sol les plus grosses réserves pétrolières prouvées du monde? Donc C'est un vrai scandale politique on peut et considérer une ça, tragédie pour le peuple vénézuélien. on peut considérer ça comme une faute professionnelle. À une très grave faute professionnelle. Alors il est vrai que les gouvernants au Venezuela, leur principal souci, ce n'est pas le bien-être de leur peuple, c'est leur bien-être, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc l'argent du pétrole n'est pas perdu pour tout le monde. Par contre, le peuple vénézuélien ne voit pas la couleur $1 de l'argent du pétrole, Hein. et ce depuis pas mal d'années. Ah, par exemple, cet été, je suis allé au Brésil, en Colombie et tout, et aux États-Unis.
Et c'est vrai que là-bas, il y avait beaucoup de Vénézuéliens qui s'expatriaient, qui quittaient le Venezuela parce qu'il y avait une grosse inflation et c'est la crise. Guerre civile presque, hein. Des millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, soit comme migrants, soit comme réfugiés, pour aller dans d'autres pays d'Amérique latine, ceux que vous citiez, notamment Colombie qui est juste à côté, Brésil bien sûr, et certains ont essayé d'aller plus au nord, pour l'Eldorado nord-américain, États-Unis, où il y a beaucoup également de migrants et de réfugiés vénézuéliens, parce que ces personnes-là ne peuvent plus vivre dans leur pays. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas leur pays, ce n'est pas qu'elles n'aimeraient pas rester dans leur pays avec leur famille, mais les conditions sont tellement difficiles économiquement et politiquement qu'elles sont forcées d'essayer, si elles le peuvent, de fuir, en sachant que beaucoup d'entre elles, malheureusement, se noient quand elles partent par bateau, notamment du côté de la mer des Caraïbes. C'est une tragédie liée à l'immigration, au flux d'immigration et de réfugiés et de demandeurs d'asile à partir de ce pays, qui est vraiment une catastrophe au XXIe siècle. C'est le pire pays en termes de gestion du pétrole. C'est ce Putain. qu'on peut faire de pire avec le pétrole, ce qu'on peut faire de meilleur dans le monde aujourd'hui, Norvège. Les Norvégiens n'ont pas l'air malheureux d'avoir beaucoup de pétrole et de gaz dans la mer du Nord. Ils sont plus riches que l'Union européenne et ils se portent très bien. Donc le pétrole, c'est très difficile à bien gérer. Mais quand on fait de bonnes choses, ça peut donner la Norvège. Quand on fait de très mauvaises choses, ça donne cette tragédie qu'est le Venezuela au XXIe siècle. Donc c'est de la faute de Maduro, entre guillemets. Le pétrole, ça demande une gouvernance politique de très bon niveau. Des dirigeants qui sont compétents, qui sont honnêtes, qui ne sont pas corrompus, pas trop, et qui s'occupent un peu du sort de leur population. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, le pétrole peut être une catastrophe pour un pays et pour sa population. Ce n'est pas le seul exemple, mais au XXIe siècle, c'est le pire exemple que nous avons. Bah, d'ailleurs, Donald Trump, il a dit que d'ailleurs les élections, elles étaient contestées là-bas, qu'il était corrompu. Il a mis sa tête à prix. Je crois que c'est 12 millions, je crois, si je dis pas de bêtises, celui qui le ramène, 12 millions. Je crois que c'est 10 millions, mais 10 à millions. vérifier. Mais en tout cas, c'est une somme énorme, hein. On sait que les États-Unis sont assez coutumiers, hein, on remonte à l'Ouest américain, hein, on avait les affiches Wanted, Ouais, tant de ouais, Lucky dollars, Luke, mort Lucky ou Luke. vif. Bon, c'est une grande tradition américaine, mais elle existe toujours au XXIe siècle, hein. On dit plus mort ou vif, mais on met toujours Wanted de tant de millions de dollars. Et je pense qu'on est au moins à 10 millions de dollars pour le président vénézuélien, ce qui est absolument colossal, et ce qui montre bien l'hostilité très forte de l'administration Trump par rapport au Venezuela. Vous avez rappelé les élections qui ont été largement truquées. Clairement, Nicolas Maduro n'est pas un président légitime, Ah, on va dire que parce c'est un que la dictateur. dernière élection qui lui a permis d'être à nouveau au pouvoir est une élection qui, normalement, aurait dû donner la victoire à l'opposition. Mais l'opposition est soit en prison, soit se cache quelque part au Venezuela, soit en exil, dans des pays latino-américains, Amérique du Nord, ou Europe, Espagne par exemple. Donc oui, c'est un régime qui pose d'énormes problèmes et qui a vraiment très mal géré le secteur pétrolier, les revenus pétroliers, d'où une tragédie et une pauvreté très grande pour l'immense majorité de la population. Donc là, on est d'accord, Trump, il est vraiment contre Maduro, mais c'est quoi les raisons exactes? Alors, plusieurs raisons. La nature du régime, ses liens avec Cuba et le Nicaragua, Ok. régime détesté aux États-Unis, à Washington et surtout par Donald Trump et son administration. Le trafic de drogue, l'immigration vers le territoire américain et l'enjeu pétrolier. Évidemment, à Washington, on se dit que si on avait demain un régime à Caracas, capitale du Venezuela, qui était mieux disposé envers les États-Unis, ça donnerait aux compagnies pétrolières américaines plus d'accès aux énormes réserves pétrolières du Venezuela. Les États-Unis sont déjà un géant pétrolier, comme on le sait. C'est le premier producteur mondial de pétrole. C'est le premier consommateur mondial de pétrole. Mais en termes de réserves, ils n'ont pas autant de pétrole dans leur sous-sol que le Venezuela. En termes de réserves prouvées, États-Unis, c'est plutôt 9e ou 10e dans le classement, ce qui est pas mal. Mais ce n'est pas la même chose. Et donc, ils savent que pas très loin de leur pays, un peu au sud, hein, au nord de l'Amérique du Sud, ils ont un pays qui est la plus grosse réserve prouvée de pétrole dans le monde. Et évidemment, ils se disent, vu que le pétrole est stratégique,
en termes économiques, en termes géopolitiques. Si on avait demain ou après-demain un régime qui est plus favorable à Washington, il pourrait dérouler le tapis rouge pour les compagnies pétrolières américaines qui pourraient aller réinvestir des milliards de dollars au Venezuela, faire monter la production de ce pays, les exportations, et ce serait aussi un élément de contrôle, parce que le pétrole, c'est un élément aussi, et l'énergie, de contrôler le monde. Ok. Et donc là, bah d'ailleurs, il avait même insulté il y a quelques jours là, Donald Trump. Il a même insulté Maduro. Alors, Donald Trump, vous le savez, insulte à peu près tout le monde, hein. Ah, ça. Les Européens sont bien placés pour le savoir. Donc, ça, c'est pas très important, je dirais, mais il l'insulte souvent. Maduro répond en l'insultant. Il n'empêche qu'il n'y a pas si longtemps, ils se sont parlé. Ils se sont parlé par téléphone ou par visioconférence. Maduro n'est pas venu à Washington, évidemment, il serait arrêté, et Trump n'est pas allé à Caracas. Mais ils se sont parlé récemment. Alors, se parler pourquoi? En fait, comme vous le savez, Donald Trump fait monter la pression depuis quelques mois sur le Venezuela. Sanctions économiques renforcées, frappes contre des navires qui viennent du Venezuela, dispositifs militaires américains autour du Venezuela, autorisation donnée à la CIA de mener des opérations secrètes à l'intérieur du Venezuela, et une force militaire qui est largement supérieure à ce qu'il faudrait pour lutter contre le trafic de drogue. Donc Donald Trump a tous les outils, militaires et CIA, pour frapper demain, s'il le décide, le Venezuela. Son but n'est pas d'occuper le Venezuela. Il ne veut pas refaire ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan, ce qu'il appelle les guerres éternelles. Là, il veut en terminer. Mais il est prêt à frapper le Venezuela demain, différents objectifs, pas pétroliers, mais politiques, militaires et autres, économiques, autres que le pétrole, soit pour faire peur au régime Maduro, pour que Maduro soit parte de lui-même. Et à ce moment-là, on lui trouverait un endroit où il pourrait être exilé tranquillement, par exemple Moscou, Pékin, par exemple, ou Cuba. Autre solution, le régime Maduro resterait en place, mais Maduro, de peur d'être renversé, donnerait à Trump ce que Trump veut. Donc cette démonstration de force militaire, justifiée par la lutte contre le trafic de drogue, est en fait très supérieure à ce qu'il faut pour lutter contre le trafic de drogue, et n'est pas suffisante pour occuper le Venezuela, mais largement suffisante pour frapper le Venezuela demain. Si Trump le décide, il peut le décider dans des heures ou dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent. Et donc, deux scénarios pour M. Maduro. Soit il s'accroche au pouvoir et le risque de frappe américaine contre son pays s'accroît très fortement. Soit il fait des concessions à Donald Trump qui le laisse au pouvoir, soit il quitte, entre guillemets, volontairement le pouvoir pour faire tomber la pression au Venezuela en échange d'une impunité et du fait qu'il puisse trouver un pays qu'il accueille quelque part où il puisse terminer sa vie tranquillement en emportant sans doute quelques dollars liés à l'argent du pétrole. Bah, il y a quelques jours, là, Trump, il lui a dit, il lui a mis un ultimatum. Il a dit quitte le pays, on va rien te faire si tu quittes le pays, nanana. Et Maduro, il a répondu, il a dit qu'il voulait des conditions précises. Tout à fait. Ça a fait l'objet de ces discussions qu'ils ont eues, discussions parfois par insultes interposées, Mais des il était pas discussions contre, plus hein. calmes il n'y a pas très longtemps, effectivement, ça c'est un élément important. Et donc pour l'instant, la balle est dans le camp de Nicolas Maduro. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va accepter de partir gentiment? Est-ce qu'il dit, si je fais des concessions à Trump, notamment sur le pétrole, il va peut-être me laisser au pouvoir? Ou est-ce qu'il s'accroche et il prend le risque que les États-Unis frappent militairement le Venezuela? On est sur ces trois scénarios importants et la réponse, c'est dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Bah, il était pas contre hein, de quitter. Il a dit ouais, c'est possible que je quitte, mais je veux ces conditions. Il voulait l'immunité, si je dis pas de bêtises, il voulait l'immunité Tout à fait, pour lui et sa famille, pour lui et son. clairement. Ouais. Il est clair qu'il a fait, il a commis, il est responsable de beaucoup de violations des droits de l'homme au Venezuela. Donc il pourrait très bien être jugé et condamné dans son pays à de très longues peines de prison. Donc il veut clairement une immunité, le pouvoir le protège, c'est pour ça qu'il se représente, quitte à truquer les élections, mais s'il pouvait y avoir une porte de sortie qui lui était offerte, et que lui, sa famille, quelques proches puissent partir quelque part dans un endroit où il serait tranquille, il n'est pas impossible qu'il cède aux fortes pressions américaines. Donc c'est en train de se négocier au moment où nous parlons, mais nous ne savons pas encore
la fin et la suite de cette tragédie politique. On dirait une série Netflix en fait. La réalité géopolitique mondiale, c'est encore mieux qu'une série Netflix. Ah, pas mal celle-là, Parce que punchline. comme on dit en français, la réalité dépasse toujours la fiction. Et c'est assez vrai. Pas mal celle-là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Netflix, ils ont racheté la concurrence. Je viens de voir ça et à un bon prix, hein. 82 milliards. Exactement. C'est une belle somme. Donc ça montre que Netflix a beaucoup d'argent, ça on le savait évidemment. Et ça montre également que Netflix est très désireuse d'augmenter encore son empreinte sur ce marché par rapport à ses concurrents. Et la meilleure façon de le faire, c'est de gober un autre concurrent. Parce que Ce qu'il vient de faire. Warner Bros, c'est les cinémas. Netflix, c'est pas le cinéma de base. Et puis c'est évidemment tout le catalogue de son concurrent, hein, parce qu'il y a des trésors Bien sûr. dans la collection depuis des dizaines d'années. Les Marvel, Donc pour etc. ces sociétés, la question c'est avoir du contenu pour le montrer, évidemment, pour avoir plus d'abonnés, pour fidéliser ses abonnés. Et donc ils ont mis la main sur un patrimoine cinématographique qui est absolument considérable depuis des décennies. Et là, il y a une heure, j'ai vu que Paramount, ils voulaient racheter via les actionnaires pour contrer Netflix. Évidemment, Netflix n'était pas seul en embuscade, hein. Simplement, manifestement, ils ont fait une très bonne offre, une offre qui a été jugée tout à fait irrésistible. Et ils ont emporté le morceau, et un beau morceau. Une offre qui était pas. Mais les gens, ils sont contre l'achat de Netflix, les gens, le peuple, on va dire en général. Mais cela dit, vu quand même l'argent qu'ils ont mis sur la table pour acheter leurs gros concurrents, on voit quand même qu'ils se portent très bien. Bien sûr. Bah, ils sont dans le top 10 du Nasdaq, hein. Bien sûr, tout à fait, absolument. D'ailleurs, en parlant de ça, Donald Trump, d'ailleurs, j'ai une question. C'est quoi sa stratégie de communication? Parce qu'on voit qu'il cherche un peu tout le monde. Il est un peu agressif, on va dire, sur les bords. Mais c'est quoi sa stratégie? Parce que des fois, il joue avec le feu, mais pourtant, les marchés financiers, les indices boursiers, ils font que monter. Oui. Euh, Donald Trump est quelqu'un qui est très redouté, à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Et il le sait. Et pour lui, c'est un atout. Donc il en joue, et donc il sait qu'on a peur de lui, il fait en sorte qu'on ait encore plus peur de lui, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'un de ses partisans, dès son premier mandat, Steve Bannon, du courant MAGA, Make America Great Again, avait dit un jour à propos de l'administration Trump, il s'agit de déstabiliser. Ce sont des mots-clés. Trump est un déstabilisateur. Il le sait, il en joue. Parce que quand vous êtes déstabilisé, vous êtes affaibli. Et ensuite, dans les discussions avec lui, dans les négociations, vous allez avoir un deal qui sera très en la faveur de Trump, puisqu'il vous a affaibli au préalable. Donc, il joue de cet atout-là. Il joue de ce sentiment qu'en face de lui, on ne sait pas sur quel pied danser, si je peux dire, hein. On sait comment fonctionnent la plupart des chefs d'État à travers le monde, qui sont des gens souvent relativement rationnels. Donc on peut se mettre dans leur tête. Mais comment peut-on se mettre dans la tête de Donald Trump, qui est complètement insaisissable? Ah, il est instable. Bon, ça peut être, il y a beaucoup d'instinct. Et en même temps, il y a aussi, ne nous trompons pas, il y a aussi de la réflexion. Il ne faut pas dire, comme le disent beaucoup de gens en Europe et en France, Trump est le dernier des imbéciles. S'il était le dernier des imbéciles, il n'aurait pas été élu 2 fois président des États-Unis. Ce n'est pas possible. Donc on peut le critiquer, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut le critiquer, mais ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un que c'est un imbécile, il ne faut pas confondre les deux choses. C'est quelqu'un qui a une stratégie politique et une tactique, et qui pour l'instant, depuis le 20 janvier, s'en tire pas mal pour lui et pour son pays. Et la déstabilisation de l'adversaire, ou d'ailleurs des alliés, en sachant que le mot allié est un mot que Trump interprète parfois de façon un peu bizarre, la déstabilisation fait partie de cet exercice de rapport de force. Trump ne pense qu'en rapport de force. Et c'est pour ça qu'il aime bien les relations bilatérales d'un pays, États-Unis, vers un autre pays. Comme il est le plus fort, il sait que dans le bilatéral, il va toujours l'emporter. Il n'aime pas tellement le multilatéral parce qu'il il est en face de plusieurs pays, c'est plus compliqué à gérer. Donc il va toujours chercher une relation entre lui et un autre chef d'État ou un chef de gouvernement, entre les États-Unis et un autre pays, en disant qu'il arrivera à des deals, puisqu'il aime bien faire des deals, qui seront très avantageux pour les États-Unis et parfois aussi pour ses intérêts propres ou ceux de sa famille.
Bah, moi je pense qu'il a une stratégie prédéfinie et que tout ce qu'il fait, c'est calculé. Même chaque phrase, c'est calculé. Il y a Donald Trump, il y a l'homme Donald Trump, qu'il ne faut pas sous-estimer, et il y a l'administration Trump. Ce n'est pas un homme seul, c'est le patron à Washington, c'est clair, mais autour de lui, il a des ministres, il a des conseillers, il a des hauts fonctionnaires, etc. Et donc c'est toute une administration qui obéit bien sûr aux ordres du patron et au désir même du patron avant même qu'il ait donné un ordre, mais il est alimenté en réflexion, en suggestion, stratégique, tactique. Donc l'homme ne doit pas être sous-estimé, et l'administration Trump non plus, et les États-Unis, première puissance mondiale, encore moins. Ah, j'avais une question. J'ai oublié ma question. J'avais une question. Ah, j'ai oublié. Pendant que vous cherchez votre question, peut-être pour rappeler à ceux qui nous suivent que le Venezuela fait partie de l'OPEP. Nous disions un mot sur l'OPEP juste au début de cet enregistrement. L'OPEP, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est 12 pays. Le Venezuela est l'un de ces 12 États membres de l'OPEP. L'OPEP qui est un acteur clé sur le marché pétrolier mondial. L'OPEP créé en 1960, donc ça fait 65 ans de vie. Et d'ailleurs, le Venezuela est l'un des 5 membres fondateurs de l'OPEP, dès 1960. Les autres étant des pays au Moyen-Orient, 4, Arabie Saoudite, Koweït, Iran, Irak. Donc pays membres de l'OPEP, pays fondateurs, pays membres de l'OPEP, pays qui fait partie de l'OPEP+. L'OPEP+, c'est 22 pays. OPEP, 12 pays, OPEP+, 22 pays. Et dans les 22 pays OPEP+, il y a tous les 12 pays membres de l'OPEP, plus 10 pays non OPEP. Donc Venezuela, grande puissance pétrolière, grand producteur de pétrole depuis à peu près un siècle, même si au XXIe siècle ça pèse beaucoup pour les raisons qu'on a vues, membre fondateur de l'OPEP, membre de l'OPEP+, c'est donc un pays évidemment qui compte sur le marché pétrolier, mais qui pourrait compter beaucoup plus en termes de production et d'exportation si ce pays, demain ou après-demain, était beaucoup mieux géré, l'économie et évidemment le secteur pétrolier qui est capital au Venezuela. Est-ce que vous avez retrouvé votre question? Voilà, j'ai retrouvé ma question. Vous en pensez quoi que Donald Trump il veut virer Jérôme Powell alors que c'est lui qui l'a mis au pouvoir à l'époque? Oui, dans son premier mandat. Exactement. Sauf que depuis, Jérôme Powell a beaucoup déçu Donald Trump, notamment Donald Trump numéro 2. Donald Trump veut que les taux d'intérêt baissent aux États-Unis, parce que ce serait bon pour l'économie américaine, pour les entreprises américaines, pour la croissance de l'économie américaine. Et le patron actuel de la Réserve fédérale, la Fed, est extrêmement prudent parce qu'il estime que les conditions ne sont pas forcément réunies. Et Donald Trump voudrait qu'il aille beaucoup plus vite. C'est pour ça que Donald Trump, qui se moque de lui, l'appelle Monsieur Trop tard, en disant qu'il est toujours en retard pour baisser les taux d'intérêt. Il a essayé d'ailleurs de s'en débarrasser, mais on lui a expliqué que juridiquement, il ne pouvait pas le faire sauter de son siège comme un siège éjectable avant la fin de son mandat. Mais la fin de son mandat approche, et à Washington, on prépare déjà la succession de Jérôme Powell avec quelqu'un qui serait bien sûr beaucoup plus proche de l'administration Trump et qui serait beaucoup plus prêt à faire baisser plus rapidement les taux d'intérêt aux États-Unis à partir de l'an prochain. Ok, ok, ok. Parfait, merci pour votre réponse. Et pour finir cette petite vidéo, du coup, les États-Unis ont quoi à gagner avec le pétrole du Venezuela? Alors, le pétrole, ils n'ont pas besoin du pétrole vénézuélien, parce qu'ils sont eux-mêmes le premier producteur mondial de pétrole avec le pétrole de schiste. Et en plus, ils en importent beaucoup du Canada, qui est juste au nord. Donc c'est vraiment le grand voisin. Le Canada, qui est une grande puissance pétrolière, qui est au moment où nous parlons le quatrième producteur mondial de pétrole. C'est pas rien. Après États-Unis, Arabie Saoudite numéro 2, Russie numéro 3. Donc, Washington n'a pas besoin du pétrole vénézuélien pour le marché américain. Mais mieux contrôler le pétrole vénézuélien lui permettrait de mieux contrôler l'économie mondiale et d'avoir un impact sur la géopolitique mondiale. Parce que le pétrole est capital du point de vue économique et géopolitique. Mais pour ça, il faudrait que les pétroliers américains aient plus accès au pétrole du Venezuela. Il faudrait que le régime change et il faudrait qu'on puisse à nouveau investir des milliards de dollars dans le pétrole du Venezuela pour faire monter en puissance la production et les exportations de ce pays. Le potentiel est là puisque les réserves sont énormes.
Simplement, le secteur pétrolier a été tellement mal géré que la production a chuté, les exportations ont chuté. Trump a encore mis son grain de sel en ajoutant des sanctions qui font que beaucoup de pays dans le monde n'osent pas acheter du pétrole au Venezuela de peur de subir les foudres des sanctions américaines. Mais si demain le régime changeait, qu'un autre régime arrivait, plus proche de Washington, les sanctions américaines seraient levées contre le Venezuela, contre le pétrole vénézuélien, les pétroliers américains reviendraient investir au Venezuela, et dans les années qui viennent, ce pays pourrait remonter en puissance en termes pétroliers pour produire et exporter plus de pétrole sur le marché mondial en lien étroit avec Washington. Eh ben, si Venezuela ils peuvent faire plus d'argent grâce aux États-Unis, pourquoi Maduro il accepte pas? Maduro est un très mauvais gestionnaire de l'économie et donc du secteur pétrolier. Et avant lui, Hugo Chavez. Ces deux chefs d'État qui se sont succédés au XXIe siècle ont complètement ruiné leur pays, alors que ce pays n'a aucune excuse pour être un pays pauvre, très pauvre et de plus en plus pauvre. Donc c'est un régime qui n'est pas vraiment intéressé par une bonne gestion de l'économie. Par conséquent, au niveau de Washington, on estime qu'il faut se débarrasser de ce régime, scénario maximal, ou au minimum lui faire tellement peur pour que ce régime fasse beaucoup de concessions dans le sens souhaité des intérêts des États-Unis. Et donc c'est les deux scénarios pour l'avenir. Est-ce que Maduro reste et se bat, pas militairement, mais affronte Donald Trump? Premier scénario. Deuxième scénario, il reste, mais il fait beaucoup de concessions à Trump pour qu'il le laisse tranquille. Troisièmement, le régime est renversé, ou Maduro part quelque part, où il est renversé par des frappes militaires américaines, et on met à Caracas un régime plus proche des intérêts américains et qui saura un peu mieux gérer l'économie du pays. Ce qui ne sera pas très difficile, parce qu'à peu près tous les régimes sont moins mauvais économiquement que le régime vénézuélien. Ok, je comprends mieux. J'ai plus de réponses, merci. Avec plaisir. Et vous en pensez quoi du prix du pétrole parce qu'il est assez bas là quand même depuis quelques temps. Oui. Il est vers les 57, 58, là il est 50, 60. Alors pour le West Texas Intermediate, oui. Et pour le Brent, on est au-dessus de 60, on est 62, 63 selon les jours, dans ces derniers jours. Mais vous avez raison, ce sont des prix relativement bas. Alors pourquoi est-ce que ce prix du pétrole est relativement bas? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de pétrole sur le marché. Mais c'est Trump qui l'a fait baisser aussi pour faire baisser l'inflation. Trump a aussi joué un rôle important. Sur le plan de l'équilibre offre-demande du pétrole au niveau mondial, en 2025, on a une augmentation de l'offre pétrolière mondiale beaucoup plus importante que l'augmentation de la demande. Donc on a un surplus de pétrole, ce qui exerce une pression baissière sur les prix. Donald Trump avait annoncé le fameux Drill Baby Drill, des forages partout aux États-Unis. Ça ne s'est d'ailleurs pas réalisé, justement parce que les prix du pétrole ne sont pas assez élevés. Mais le fait d'annoncer ça a impressionné les marchés pétroliers qui se sont dit les États-Unis vont produire encore plus de pétrole, ils sont déjà le numéro 1 dans le monde, ça va faire baisser les prix. Autre élément lié à Trump, la guerre commerciale qu'il a lancée début avril, les fameux droits de douane réciproques. Raisonnement des traders sur les marchés pétroliers, l'économie mondiale va ralentir, voire il y aura une récession, le monde va consommer moins de pétrole, les prix du pétrole vont baisser, donc on joue à la baisse les prix du pétrole depuis le printemps 2025. Encore Trump, qui fait pression sur des pays OPEP et OPEP+, dont l'Arabie Saoudite, pour qu'ils produisent plus de pétrole et que les prix du pétrole baissent. Et depuis avril 2025, 8 pays de l'OPEP+, qui sont Arabie Saoudite, Russie, Irak, Émirats Arabes Unis, Koweït, Kazakhstan, Algérie et Oman, ces 8 pays produisent plus de pétrole chaque mois depuis avril 2025 et ils ont fait ça jusqu'en décembre, au moment où nous parlons. Donc ils ont mis plus de pétrole sur le marché. Et autre élément encore, et ça en fait beaucoup, plusieurs pays en dehors de l'OPEP+, augmentent leur production. Et ce sont des pays sur le continent américain. États-Unis, Canada, Guyana, Brésil, Argentine. Donc il y a plus de pétrole en 2025 de la part de pays OPEP+, et de la part de pays non OPEP+. Et il y en a tellement plus qu'aujourd'hui l'offre est supérieure à la demande. Donc les prix baissent. Et en fait, ils pourraient être nettement plus bas qu'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas nettement plus bas? Parce qu'il y a dans le monde des tensions géopolitiques
qui, elle, exerce des pressions haussières sur les prix du pétrole. Guerre en Ukraine, frappe ukrainienne sur le pétrole en Russie, tensions au Moyen-Orient, menace de Trump contre le Venezuela, menace de Trump contre le Nigeria, qui est également un grand pays pétrolier en Afrique. Donc il y a, au moment où nous parlons, un certain équilibre sur le marché mondial du pétrole entre des pressions baissières liées à la surabondance de pétrole, pour les raisons que j'indiquais il y a 2 minutes, et des raisons haussières qui sont surtout des tensions géopolitiques autour de Ukraine, Moyen-Orient, Venezuela, Afrique. Mais justement, s'il y a des conflits comme ça, le prix les voit monter. Le prix monterait plus s'il n'y avait pas trop de pétrole sur le marché. Ok. Donc, il y a un équilibre entre ces pressions baissières, surabondance de pétrole sur le marché, offre supérieure à la demande, et des pressions haussières, tensions géopolitiques. Mais si par contre, l'offre était égale à la demande ou légèrement inférieure à la demande, on aurait des prix du WTI qui seraient nettement plus élevés qu'un peu moins de $60 par baril, et des prix du Brent nettement plus élevés qu'un peu plus de $60 par baril. Donc le marché pétrolier est calme en ce moment. Calme, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. C'est un équilibre entre des pressions baissières, état du marché, surabondance de pétrole, et des pressions haussières, tensions géopolitiques à travers le monde. Et j'ai une petite question aussi, parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Avant le rapport des stocks pétroliers, il avait un certain impact sur les marchés financiers. Mais maintenant, il n'a plus d'impact. Ça a changé. Je dirais qu'il en a moins. Peut-être pas du tout, mais moins. Pourquoi? Parce que là encore, vu la surabondance de pétrole sur le marché, et tous les traders sont au courant de cette surabondance, ils se disent, bon, bah, finalement, qu'au niveau des États-Unis, ça augmente, ça baisse un peu, c'est pas fondamental parce que ça ne change pas la situation de l'excédent de l'offre pétrolière mondiale sur la demande. Ouais, donc Mais il faut quand même, quand on suit le marché pétrolier, toujours suivre de près les statistiques hebdomadaires publiées par le département de l'énergie à Washington sur les stocks pétroliers. Ça restera quand même dans la durée un facteur important, mais il a un peu moins d'importance en ce moment. Ok, ah, je comprends mieux parce que j'ai remarqué ça depuis un peu moins d'un an là. C'est plus comme avant, genre les chiffres ils impactent moins le pétrole. L'impact est moins fort, vous avez raison. Ok, bah c'est tout bon pour moi, hein. Je pense que vous avez répondu à toutes mes questions, j'en sais plus. Je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo aussi, ça va répondre à pas mal de leurs questions. En tout cas, merci à vous. Avec plaisir. Incroyable. Même le samedi à 15h de l'après-midi, vous êtes opérationnel. J'ai rien Il faut d'autre à toujours dire être de plus. opérationnel pour le pétrole et l'énergie. Il se passe des choses tous les jours dans le monde, hein, donc il faut suivre tout le temps. Et vous prenez pas de jour de repos. Comme je vous le disais au début, c'est une passion pour moi, donc je suis tous les jours, parce qu'il faut suivre, évidemment. Il se passe tellement de choses que si on ne suit pas, on décroche vite de l'actualité. Et puis aussi parce que ça m'intéresse beaucoup. Ah d'ailleurs, j'ai une bonne question. Les infos, vous les trouvez où les bonnes infos, on va dire rapidement quoi. Alors, je dirais comme tout le monde, évidemment, on suit Internet, réseaux sociaux, télévision, de bonnes publications écrites qui permettent d'avoir parfois des choses plus approfondies que ce qui est sur les réseaux, sur les chaînes de télévision. Ça, c'est pour l'actualité mondiale, économique, géopolitique, bien sûr, c'est très important. Et puis ensuite, sur le pétrole, sur l'énergie, on a des publications spécialisées dans ce domaine-là qui sont plus pointues pour ceux qui vraiment travaillent sur les questions pétrolières. Donc un mélange d'informations générales, parce que le pétrole est très lié à l'économie et à la géopolitique mondiale, et puis des publications plus spécialisées ou des sites plus spécialisés sur le pétrole, sur l'énergie. On a besoin de ces deux sources-là. Ok, et comment vous faites pour savoir des fois si c'est vrai ou faux? Parce qu'il y a beaucoup de faux maintenant sur Twitter, Il y a beaucoup de etc. faux dans tous les domaines. Alors, je dirais qu'il faut se servir de son sens critique. Hmm. Ça a toujours été très important, mais encore plus à notre époque, où les possibilités de trucage, de fausses nouvelles sont considérables, sans même parler de l'intelligence artificielle qui va encore rendre ça plus difficile. Donc, il ne faut pas se précipiter sur une information pour la faire suivre, la retweeter, la rebalancer à son réseau. Il faut réfléchir, prendre un petit peu de temps, mais parfois on n'a plus le temps, c'est ça le problème. Hein. Pas s'affoler, se dire voilà, je viens de dire ça,
Est-ce que ça tient la route? Je vais regarder d'autres sources pour voir si je peux confirmer ça. Est-ce que c'est vraisemblable? C'est bizarre parce que la veille, on disait autre chose. Bon, se poser un petit peu, prendre le temps de la réflexion. Et puis, évidemment, quand on travaille depuis longtemps sur ces questions-là, on a un réseau de contacts et passer quelques coups de fil pour dire tu as vu ça, tu as vu cette information, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu peux la confirmer, voilà. Il y a un ensemble, sa réflexion personnelle sur la base de l'information que l'on a, des compétences qu'on a accumulées dans ce secteur-là, et puis un réseau de contacts bien placé dans ce domaine-là, de gens qui sont de vrais experts et qui permettent un petit peu de prendre du recul. Mais voilà, toujours prendre du recul dans un monde où tout va très vite. Eh bien, prendre un peu de temps, c'est presque un luxe, mais c'est nécessaire également intellectuellement. Ça vaut pour le pétrole, comme pour la bourse, comme pour la politique, comme pour n'importe quel autre secteur. Bah, c'est vrai, maintenant même avec l'IA, des fois maintenant avec l'IA, on voit des vidéos trafiquées, on dirait presque que c'est vrai. Absolument, tout à fait. Incroyable. C'est de plus en plus complexe de démêler le vrai du faux. Et Et ça c'est est. pourtant très très important. Bien sûr. Mais je sais pas d'ailleurs comment ils vont faire bientôt pour faire le tri, pour dire ça c'est un faux, ça c'est contenu IA, ça c'est un vrai contenu. Au bout d'un moment, c'est sûr ils vont le faire ça. L'IA fait des progrès tellement rapidement que, évidemment, on connaît l'IA aujourd'hui. Que sera l'IA demain, demain voulant dire vraiment dans une année, par exemple, pas plus que ça, pas dans 10 ans, tellement ça va vite. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on est face à une nouvelle aventure technologique humaine, hein, et on est loin de pouvoir savoir exactement ce qui va se passer, ce qui va nous arriver. Mais dans tous les cas, un point clé, faire prendre toujours le temps, un petit peu de recul, réflexion, sens critique, par rapport à toutes les informations qui nous parviennent, ne pas se contenter d'une seule source, regarder quelle est la source, la qualité de la source, comparer les sources. Ça, c'est des règles de base qu'on a dans le journalisme, qu'on a dans la recherche, qu'on a dans n'importe quel travail intellectuel. Ça vaut pour le pétrole comme pour tous les secteurs. Prendre le temps du recul de la réflexion. Ce temps, ça ne veut pas dire qu'on va réfléchir pendant 5 ans. Ça peut être qu'on réfléchit pendant 1 heure. Mais voilà, ne pas se précipiter sur la base d'une information ne venant que d'une seule source et qui paraît quand même très bizarre, inhabituelle. Voilà, se poser des questions. Tant qu'on se pose des questions, c'est bon. On fait travailler notre cerveau. Quand on absorbe tout et qu'on ne se pose plus de questions et qu'on fait comme si tout ce qu'on voyait sur les réseaux, sur Internet, dans les médias était vrai, évidemment, on est sur une mauvaise pente. Et d'ailleurs, l'IA c'est clairement le terme de l'année 2025. C'est Bien le sûr, terme à la mode. Est-ce que bien sûr. l'IA impacte aussi le pétrole? Est-ce qu'il a un rôle à jouer sur le pétrole? C'est une bonne question ça. Eh bien, avant que vous le disiez, j'allais vous le dire, mais vous m'avez devancé. Vous avez été plus rapide que moi. Il y a des liens IA pétrole, IA énergie. L'IA, ça demande énormément d'énergie pour fonctionner, notamment énormément d'électricité. L'électricité, prenons le cas des États-Unis. D'où elle peut venir? Pour les géants de l'IA, elle peut venir d'énergie renouvelable, solaire et éolien. Elle peut venir du nucléaire. On a vu que certains géants, GAFA ou GAFAM, étaient en train de négocier pour s'associer à des sociétés électriques ayant des réacteurs nucléaires ou relancer même des réacteurs nucléaires qui avaient été arrêtés dans les dernières années. Donc renouvelable, nucléaire et gaz naturel. Avec du gaz, on fait l'électricité. Chevron, qui est le deuxième pétrolier américain après ExxonMobil, est l'un des 5 plus grands pétroliers privés dans le monde. Chevron, depuis cette année 2025, avec des associés, est en train de démarcher le secteur de la tech, pour aller vite, hein, qui a de gros besoins d'énergie et d'électricité, pour leur dire, nous sommes un pétrolier, un gazier, on a plein de gaz à vous vendre. Ce qui serait pas mal, c'est que vous voyez, là, on a un champ gazier, vous pourriez installer à côté votre centre de données, data center en bon français. Vous pouvez vous mettre à côté, comme ça, ce ne sera pas à l'autre bout des États-Unis, il n'y aura pas de problème de transmission d'électricité s'il y a un problème de réseau. On sera juste à côté. Donc, il y a ce lien-là, IA, énergie, gaz plus que pétrole. Autre élément, dans l'autre sens, les géants pétroliers ont besoin de l'IA pour leurs activités, pour augmenter l'efficacité de leurs opérations.
pour aller plus rapidement que ce qu'ils faisaient auparavant. Pour la Donc, ils technologie, vont quoi. s'associer à des géants GAFA, GAFAM, Tech, IA, pour dire comment est-ce qu'on pourrait collaborer dans les années qui viennent. On va s'associer sur 5 ans, sur 10 ans, etc., pour que vous nous donniez les moyens de renforcer notre efficacité, d'aller plus rapidement pour traiter un très grand nombre de données. Et dans le pétrole, notamment dans l'exploration pétrolière, on a énormément de données à traiter. Et si vous les traitez en 1 heure, en 1 jour, en 1 mois ou en 1 an, ça ne donne pas le même résultat, évidemment. Donc, intérêt croisé, IA, industrie de l'énergie, IA, grandes compagnies pétrolières et gazières. Ah, ça veut dire demain, Nvidia, ils peuvent s'associer avec une société pétrolière. En tout cas, il y a déjà des accords de coopération qui ont été signés entre des géants pétroliers, ExxonMobil, Chevron aux États-Unis, Total Energy en France et dans le monde, et d'autres, hein, BP Shell, et des géants GAFA, GAFA, MIA, etc. Parce que ces deux mondes, qui sont des mondes de géants, savent qu'ils ont besoin chacun de l'autre. Et donc, quand on a besoin de l'autre, et que l'autre a besoin de vous, eh bien, on se met autour d'une table et on négocie un accord. Trump dirait, on négocie un beau deal. Ok. Eh ben, c'est parfait C'est pour déjà moi. une réalité industrielle d'aujourd'hui. Et ce sera encore plus le cas demain et après-demain. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Bah, ça, je savais pas, ça. Bon, en tout cas, merci à vous. Avec plaisir. À vous, votre passion, le temps que vous nous avez donné, votre plus-value. On va dormir moins bête ce soir. Et puis au plaisir d'une prochaine rencontre Merci beaucoup sur encore une ces questions fois. énergétiques, pétrolières, qui sont passionnantes et qui évoluent tout le temps. Donc c'est bien de faire le point régulièrement sur une actualité qui est très abondante, souvent surabondante, et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est souvent très complexe à interpréter, parce qu'à notre époque, on est noyé sous des milliards d'informations, et comment démêler le vrai, le faux, ce qui est valable, ce qui l'est moins, ce qui est complètement faux, ce qui est instrumentalisé. Donc c'est bien de faire le point là-dessus, sur cette information très abondante. Ah ouais, parce que des fois, il y a des comptes, par exemple, il y a des comptes, par exemple, sur Twitter, ils sont pro-Trump, donc ils vont pas être objectifs dans l'information. Bien sûr, Et inversement, il y en a qui sont contre Trump et ils vont pas être objectifs aussi. tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que des fois, c'est pas facile. Bon, encore une fois, merci à vous. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. À vous également. Merci. Bonne fin de journée à Dubaï.